Ce film, c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Depuis un mois, Fleur de l'Empole est en escale à Cochin, un grand port du sud-ouest de l'Inde. Une équipe composée de Sophie, des 2 Raphaël, de Max, Anatole et moi-même, Elsa, part maintenant explorer l'intérieur du pays. Mais n'allez pas croire que nous avons abandonné notre projet initial, qui est de faire le tour du monde par les îles. Nous partons à la recherche d'une île dans les terres. Nous arrivons à Alipi, capitale des Backwaters. Les Backwaters sont un étonnant réseau de fleuves, de canaux et de lagunes qui bordent la côte du Kerala sur plus de 1000 km. Notre aventure commence ici. Et voici notre bateau. Il est extraordinaire, non? On le dirait tout droit sorti de l'Antiquité. C'est un Ketuvalam, un bateau dont la coque est cousue. Autrefois, il transportait du riz. Il a été transformé en maison flottante. Nous le partageons avec 3 marins, des marins d'eau douce qui connaissent les backwaters comme leur poche. En fait, les Malayalam, les habitants du Kerala, ne portent pas de pantalon. Ils préfèrent les dhotis traditionnels. Sandy apprend à Anatole comment nouer cette pièce de toile. Pour rencontrer les Malayalam, autant nous habiller comme eux. Nouveau costume. Pas mal, hein. Alors, qu'est-ce que t'en trouvez penses? comment les garçons? Canon. Alain. Oui, pas mal. Oui. Ça peut aller. Oui, ça peut aller. Non mais c'est super sérieux. Non, mais Bah, vraiment, t'es c'est super. gonflé, Max? Non, mais c'est super. Là, on est dans les backwaters et on est en train de sillonner entre les canaux sur notre houseboat et c'est, je sais pas si vous voyez, mais c'est vachement joli. Quoi. Il y a plein de, Vert, on passe tout le il y a temps des plein pirogues. de cocotiers, d'arbres. 29 lacs, 40 rivières, 200 km de canaux Sofrano. Les backwaters sont l'une des plus grandes zones humides de la planète. C'est un écosystème très riche. Mais la densité humaine est forte et elle ne cesse d'augmenter. Est-ce une menace pour l'environnement ? On est parti à la recherche d'une île. Ça n'a pas trop peuplé, pas trop. Mais quand même un peu pour qu'on puisse découvrir la vie des gens. Ouais, j'espère qu'on pourra se faire pas mal. Ouais, ça serait bien. C'est bizarre parce que là les gens ils vivent sur une bande de terre très étroite entre une rivière et une espèce de grand lac et il doit y avoir 15 mètres de large, c'est tout petit. Les Ketuvalam et les pirogues sont le seul moyen de transport dans cet univers aquatique. Pour la plupart, ils ne sont pas motorisés. Nous avons l'impression de contempler l'Inde éternelle. Nous n'avons pas encore trouvé notre île. On continuera à la chercher demain. On aurait pu continuer ce soir, mais cela aurait été difficile parce que la nuit, on ne voit pas les filets des pêcheurs. Ce n'est pas grave, c'est tellement beau que ça ne m'embête pas de rester ici et de continuer demain. Nous arrivons sur une île minuscule. Les habitants nous regardent débarquer un peu comme si nous étions des martiens. Nous apprenons que l'île s'appelle Bolgati et qu'elle compte 12 familles.
Digimol m'examine avec intérêt. Elle n'a peut-être jamais vu une Européenne de près. Nous allons partager la vie de l'une des familles de Bolgati. Le père s'appelle Subayan. La mère Bisoma. Ils ont 2 enfants, Susmita, la fille aînée, et Suramya, 12 ans, la cadette. Tous les matins, Subayan emmène Suramya en pirogue sur la grande île en face de Bolgati. Chaque famille possède ici l'indispensable pirogue qui sert à tous les déplacements. Suramya marche ensuite quelques kilomètres pour arriver à l'école. La matinée commence par un cours d'anglais. L'anglais est une langue très importante en Inde. Pourtant, à Bolgati, les adultes ne parlent que le malayalam, signe qu'ils ont peu de contact avec le monde extérieur. Cette école d'État est entièrement gratuite. Le Kerala est l'État le plus alphabétisé de l'Inde. Nous avons rencontré la directrice de l'école. D'où viennent les élèves? Des alentours. Des îles qui sont par ici? Des îles, oui. Quels sont les métiers de leurs parents? Ils viennent des familles pauvres. La plupart des parents sont des coulis, des travailleurs, des fermiers. Quelques-uns sont fonctionnaires. Quel pourcentage d'enfants vont à l'école? Presque 100%. Disons 99%. Presque tous les enfants vont à l'école ici. L'école s'achève en fin de matinée. De retour à Bolgati, les enfants se changent avant de jouer ou d'aider leurs parents. Susmita me fait visiter sa maison. Susmita, it's where you work? Yes. Okay. What do you study? Biology. Biology? Drawing book. Yes. It's where you draw. Okay. Susmita, elle a 18 ans et elle fait des études de laborantine. Et plus tard, elle aimerait, par exemple, trouver des solutions pour éviter certaines maladies comme la malaria ou d'autres sortes de maladies. And you sleep? My mother and I am. And your sister and your Here. brother? No brother. No brother? Just one sister. Donc elle dort par terre sur des nattes avec sa sœur et sa mère. Et son père dort dans un lit. It's your clothes here. Voici la garde-robe de toute la famille. Dress of your mother, you, sister. Father. Okay. All here. Okay. After, you want Plus tard, to live tu veux vivre ici, avec ta famille ou à Alipi? à Lipi? Here. Tu veux vivre ici? C'est un bel endroit ici. Tu l'aimes? Oui. Tu es né ici? Oui. Quel est le travail de ton père? Pêcheur. Tu as déjà été à la pêche avec lui? Quelquefois. Tu aimes? Oui. Et ta mère, elle reste ici pour cuisiner? Elle est fermière. Grandmother. Ah, your grandmother sleep here. Ah, ok. C'est sa grand-mère qui dort ici. She sleep alone. Just your grandmother sleep. Ah, ok. It's Ayappan. Ayappan, Murugan. Murugan, Napan, and Gurudev.
Donc cette famille, elle est hindoue. Ils ont accroché des posters de leurs dieux. Et tous les soirs, ils les honorent en faisant des prières et ils allument cette petite bougie. And why is it this? It's for the God, for the prayer. Alors. En dessert. En fait, ils les collent et ils les dessinent aussi, ils font les deux. Thank you. Ceci. Pour eux, c'est une marque de beauté de faire des traits comme ça, mais ça représente aussi la religion, les points. Mais on pense que la couleur, ça n'a pas d'importance. Bah ouais. On a vraiment super bien dormi cette nuit. Ici, c'est le paradis, mais il y a quand même quelques petits inconvénients, comme les moustiques, par exemple. La vie à Bolgati est laborieuse et pourtant très calme. 54 personnes, dont 17 enfants, vivent sur ce bout de terre. Ils sont très proches les uns des autres, vivant la plupart du temps dehors. Mais il y a des règles de respect entre voisins qui contribuent à maintenir l'harmonie. Voilà plusieurs heures que Subayan jette son filet. Il est assez découragé sur son métier. Il nous a dit qu'il n'y a plus de poissons dans les backwaters. Trop de pêcheurs et de pollution. Voilà sa pêche de la nuit. Susmita étale le riz récolté par sa mère pour le faire sécher au soleil. Les filles sont très actives. Elles assurent les tâches ménagères avec leur mère. Elle va vite. Nous, des backwaters, ici, les gens, ils s'en servent pour faire ici, ils font leurs besoins dedans, mais la boivent aussi. Alors, à mon avis, il y a beaucoup de risques parce qu'ils peuvent attraper des parasites intestinaux, comme les amibes, et ça doit être assez dangereux. Pour en savoir plus sur Bolgati, Anatole et Max enquêtent auprès des adolescents de l'île. Je vais vous présenter l'île de Bolgati. Cette île-là, elle est rectangulaire, elle est toute petite, elle fait seulement 70 mètres sur 40, ce qui fait à peu près un quart d'hectare. L'île, elle est presque artificielle, parce qu'il y a une bonne partie des contours de l'île qui sont consolidés par des digues. Et comme on peut le voir sur la petite carte que j'ai faite, il y a une bonne partie de l'intérieur de l'île qui est remplie par de l'eau, ce qui rend la superficie encore plus faible. Bien que l'île de Bolgati soit toute petite, elle sert quand même de support à quelques activités économiques. Il n'y a pas vraiment d'agriculture sur l'île, hormis les quelques plantations de cocotiers qui servent pour les noix de coco, le vin de palme et le bois aussi. Il y a aussi quelques animaux d'élevage, à compter 3 vaches, 5 chèvres, 25 poulets, sans oublier les 10 petits poussins qui sont nés cette nuit. L'île est donc un espace de vie plutôt qu'un lieu de production. La plupart des activités se déroulent au dehors. L'île compte 5 pêcheurs, 6 fermiers qui travaillent dans les rizières. Il y a aussi 3 hommes qui sont commerçants dans les villes. L'île de Bolgati, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas du tout isolée. En fait, il y a énormément d'échanges qui se font avec les îles voisines. Par exemple, les enfants ils vont à l'école sur l'île à côté, les femmes vont faire les courses à côté, les hommes ils vont pour travailler, ou bien il y a aussi différents lieux de culte sur les autres îles. Alors, leur principale voie de circulation, c'est les canaux. Donc on voit souvent les gens passer en pirogue, même les enfants.
aussi bien de jour que de nuit. Et ils ont même instauré un système de bus-bateau, donc qui passe comme ça et qui fait le tour et qui prend les gens. En fait, le problème au Backwaters, c'est qu'il y a une très grande densité de population, environ 1000 habitants au kilomètre carré. Donc c'est énorme, c'est une des plus grandes densités au monde, et ça pose pas mal de problèmes écologiques. À table. Bon appétit. C'est quoi? Alors c'était haricots rouges avec de la noix de coco. Et moi, c'est des... Pasta. des noodles. Now we're having our dinner. Nous sommes en train de dîner. It seems that the people who are living in Kerala Les gens du Kerala mangent essentiellement du riz, and a lot of fish du poisson and et coconut utilisent is beaucoup de noix de also coco. an ingredient which is used very often. Là, on est sur un des 29 lacs des Backwaters et en fait, les Backwaters, c'est un immense réseau lagunaire qui a été aménagé par l'homme. Il y a construit des digues, des maisons. Et en fait, il y a pas mal de problèmes. Et le principal problème écologique, c'est la diminution des backwaters. Il reste plus qu'un tiers de ce qu'il y avait il y a 150 ans. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et la cause de cette diminution, c'est l'homme. Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, alors ils assèchent les lacs. Avec des entreprises d'assèchement qui sont d'ailleurs légales ou illégales. Et ils font ça pour avoir plus de surface habitable et cultivable. Et en fait, ces problèmes, ça a causé pas mal de disparitions, des crocodiles, des bancs d'huîtres. Et des oiseaux migrateurs aussi. Parce qu'ils utilisent des nouvelles techniques de pêche. Pêche à la dynamite, pêche avec des produits toxiques, avec des filets serrés. Et il y a moins de poissons, donc moins de nourriture pour les oiseaux. Et aujourd'hui, on peut dire que les Backwaters, ils sont en danger. Et comme toutes les zones humides dans le monde, c'est vraiment une grande richesse pour la nature et l'homme. Et donc, c'est important de les préserver aujourd'hui. Et en passant ces quelques jours dans les backwaters, on a voulu savoir si les habitants faisaient quelque chose pour les protéger. À bord de notre Ketuvalam, nous explorons les canaux sur quelques kilomètres à la ronde pour y étudier les activités économiques. Dans les rizières, nous découvrons des paysans, hommes et femmes, qui se livrent à un véritable travail de forçat. Les gens là, ils sont en train de récolter des petits coquillages qui vivent au fond de la vase dans les rizières pour les amener ensuite dans le bateau qui est là-bas. Et c'est vraiment un travail fou parce qu'ils font ça à main d'homme et ça doit leur prendre énormément de temps. Les coquillages sont chargés à bord d'un Ketuvalam semblable au nôtre, mais qui a conservé sa fonction de cargo, propulsé à la perche ou à la rame. Je suis vraiment étonnée parce que là on est assis sur un bateau qui est cousu en fibre de coco. Et en fait c'est un bateau qui remonte à la haute antiquité, il y a plus de 5000 ans. Le métal ça n'existait pas encore, donc les bateaux ils étaient que en bois. Et celui-là c'est le cas aussi. Et partout dans le monde, ces bateaux-là ont disparu, mais ici, ils sont toujours comme ça. On fait des trous dans les bordées avec des petites perceuses à main. Et ensuite on coule les bordées avec de la fibre de coco tressée. Et pour éviter que la fibre dépasse, ce qui ferait qu'elle s'userait contre les quais, on a creusé les bordées pour pouvoir rentrer la fibre de coco dedans. Et là, tu vois comme c'est bien fait, c'est des cordes de coco qui sont cousues à la jointure des bordées, à l'intérieur de la coque, et c'est ça qui fait l'étanchéité. Et ça, c'est une des techniques de construction les plus archaïques au monde. Il n'y a plus qu'ici dans le Kerala qu'on trouve des bateaux construits comme ça. Les coquillages sont ensuite transportés jusqu'à une petite usine de transformation, non loin de là. En sillonnant les canaux, nous avons remarqué un réseau assez dense de petites fabriques artisanales qui transforment les matières premières locales. Les backwaters sont particulièrement réputés pour leur production de fibres de coco tressées. Ce sont d'ailleurs des coques de noix de coco, combustible abondant et bon marché, qui servent à brûler les coquillages. Après 2 heures environ de brûlage, les coquillages sont trempés dans l'eau. Cela produit une réaction chimique. On dirait que ça fait un espèce de bruit. Bah ouais, ça fait du bruit. Ah ouais, mais il coquillage. Ah mais ils deviennent tout mous. Sous nos yeux,
Les coquilles se désagrègent et tombent en poudre. Les coquillages deviennent de la chaux qui servira notamment à blanchir les maisons. Les gens de Balgati nous emmènent livrer des sacs de copra à une autre usine. Le copra est la pulpe de la noix de coco séchée. Les backwaters en produisent beaucoup. L'usine produit de l'huile à partir du copra. Son directeur nous explique que les cours ont beaucoup baissé ces dernières années, au point que la culture des cocos n'est pratiquement plus rentable. Les habitants des backwaters ont de plus en plus de mal à gagner de l'argent, et même à produire leur nourriture, car la population s'accroît et l'espace disponible est limité. Lorsque les hommes sont trop pauvres, ils ont tendance à surexploiter leur environnement pour survivre. Nous avons été interroger le professeur Ravindranatha Menon, spécialiste de l'écologie des backwaters. Nous avons une production maximum de matière organique, c'est-à-dire de plantes et d'animaux, dans le système des backwaters. Si vous regardez cette productivité de matière organique, sous la forme de coquillages, de poissons, de crevettes, vous pouvez constater qu'elle est comparable à celle d'une forêt tropicale, comme l'Amazonie ou le bassin du Congo. Est-ce que l'on peut dire que les backwaters sont en danger? Oui, on peut dire qu'elles sont en danger, pour deux raisons. La première est le comblement. La seconde est la pollution. Le comblement des backwaters est mené essentiellement pour construire des maisons d'habitation et pour l'industrie. 23 grandes usines et de nombreuses petites rejettent leurs effluents dans les backwaters. Elles font cela depuis le début des années 60. On pourrait peut-être réparer cet écosystème en enlevant les sédiments pollués et en les remplaçant par des sédiments propres. Les industries pourraient également traiter leurs déchets avant de les rejeter. Les habitants des backwaters sont dans l'obligation de puiser leurs ressources dans leur environnement aquatique, mais ce faisant, ils l'épuisent et se privent ainsi des bases mêmes de leur subsistance. La croissance démographique a rompu l'équilibre entre les hommes et la nature. Il faut imaginer de nouvelles ressources. Le tourisme vert pourrait être l'une d'elles. Nous avons rencontré Jacob John, directeur d'une compagnie qui développe les croisières en Ketuvalam. Est-ce que vous avez pour objectif d'amener les gens à se rencontrer grâce à ces bateaux maisons? Oui. Et il y a une raison à cela. Je vais vous l'expliquer. À cause de la vie moderne, les gens en ont assez de toutes ces facilités ennuyantes dont disposent partout les classes aisées. En claquant beaucoup d'argent, vous allez à Rome, vous allez à Londres, vous allez en Italie, à Paris, à Bombay, à Calcutta. Et partout, vous êtes entouré de la même forêt de béton. Mais si vous voulez voir les beautés de la nature, il faut aller dans les villages. Et pour aller dans les villages, vous avez besoin de ce type de transport. Les gens recherchent des choses authentiques comme ça, pas des choses très sophistiquées. Ils veulent voir comment vivaient les villageois il y a 200 ans. Est-ce une activité économique du futur? Ce qui nous entoure aujourd'hui, je voudrais que la génération à venir en bénéficie aussi et qu'ils puissent en vivre. Pendant des années, je ne voyais aucun avenir économique pour cette région. C'est pour améliorer l'existence et la survie même des gens que le tourisme doit être développé ici. C'est une ressource dont ils ont besoin pour vivre, pour survivre, pour exister. Je vous dis ça en pensant à demain, à après-demain, au futur. Good.
notre dernier soir à Volgati, on s'est réunis avec tous nos amis. Et pendant ce petit séjour dans le village, on a appris beaucoup de choses. On a appris que, par exemple, la majorité de ses habitants, ils étaient hindous. Mais il y a quand même quelques familles qui sont chrétiennes. Et puis, comme on nous avait dit que le Kerala était surtout connu par sa tolérance religieuse, on a beaucoup pu le remarquer ici. Parce qu'on voit bien que les gens, ils sont vraiment unis entre eux et il n'y a pas de forme de différence qui existe. On est triste de les quitter, mais on ne les oubliera pas. Allez, j'ai un peu de nerfs. Yann, t'es pignon là, vas-y. Après 2 mois d'escale en Inde, Fleur de l'Empole reprend le large. Cap sur l'archipel des Maldives.